Alors, joie de partager avec vous une nouvelle série dans la chaîne Où est le beau, celle de replay de certains intervenants capturés à l'occasion des Rencarts du Beau, l'événement que je coproduis avec Plendy by Vinci Construction, que vous connaissez sûrement parce qu'ils ont été partenaires longtemps du podcast, qui est une entreprise générale spécialisée dans les projets haut de gamme, les palaces parisiens, mais aussi les boutiques de luxe et le résidentiel privé. En fait, aujourd'hui, on a vraiment compris, et c'est aussi le sujet de ce podcast évidemment, mais qu'on n'a plus vraiment besoin de nouvelles données sur l'état de la planète pour savoir que le domaine de la construction, de l'architecture d'intérieur sont appelés à s'adapter et que maintenant les questions c'est ok, bon en fait où est-ce qu'on atterrit, qu'est-ce qu'on fait? Et depuis 2022, ce sont une dizaine de rencarts du beau qui ont été organisés et qui ont permis de réunir plus de 200 professionnels du luxe qui souhaitaient justement réfléchir sur comment faire mieux demain. Donc les rencarts du beau, c'est vraiment cet écrin qui fait naître l'envie de faire un peu moins mal que le secteur. Il s'agit de matinées confidentielles dédiées aux architectes et aux acteurs du bâtiment où nous écoutons des pionniers du beau, ce beau cosmopolite qui questionne le monde et qui inspire. Alors aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e résidence des Rencarts du Beau. Après avoir été accueillis chez RDAI puis chez Franklin Asie, nous sommes désormais en résidence au studio de Chloé Nègre, que nous remercions infiniment. Et chaque session, on accueille 2 intervenants. L'idée, c'est vraiment de faire vivre de nouvelles découvertes pour élever le débat et le regard, tout en nous donnant des clés pour avoir un temps d'avance. Alors, ces 2 intervenants, ce sont à la fois une personne qui n'est pas du tout de notre secteur, donc complètement hors champ de l'architecture, du design, etc., mais qui vient justement nous nourrir avec un peu ses ailleurs. Il s'agit du prospectiviste Pierre Gilbert et ensuite un acteur du sérail que je sélectionne pour son engagement, pour sa vision, pour son travail, pour en fait son retour d'expérience aussi sur des choses très concrètes qu'ils ont mis en œuvre, qui ouvrent des voies, qui sortent des sentiers battus. Tous ces gens qui ont pris des risques à leur échelle, dans leur domaine, puissent venir nous raconter comment ils ont fait et que ça colore comme ça peut-être nos envies et que ça nous donne aussi des idées pour nous aussi mettre en œuvre autrement, autre chose et impulser des changements pour plus de cosmopolitesse quelque part dans nos pratiques. Donc je vous laisse avec ces petits partages et je vous embrasse très fort. Bon ravi de vous retrouver puis de vous découvrir pour les nouveaux. Donc là l'idée c'est qu'on poursuit l'exploration qu'on avait initiée à la séance précédente. On avait parlé de la spirale, de la forme spirale dans le vivant. On avait vu que cette forme, ce pattern de la spirale, il est très très présent, surtout il contient le nombre d'or. On avait vu la spirale dorée, la suite de Fibonacci. C'est des lois d'enroulement, de déploiement du vivant, c'est aussi ça crée des structures qui sont intéressantes en termes d'absorption des chocs, etc. Voilà, tout ce qu'on avait vu. Et en fait, dans mes recherches, pour préparer un petit peu tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre forme, un autre pattern qu'on retrouvait de manière très fréquente dans le vivant, qui contenait aussi le nombre d'or, on va voir, et qui peuvent inspirer les métiers du design, de l'architecture, qui est la forme de l'étoile et du pentagone, parce que le pentagone, ça n'est qu'une étoile pleine, une étoile à 5 branches. On va voir que c'est cette étoile en particulier, même si on parlera aussi un tout petit peu de l'étoile à 6 branches, mais cette étoile à 5 branches, on la retrouve de manière très très fréquente, évidemment dans le végétal. Il faut savoir que plus de 50% des fleurs, des angiospermes, donc des plantes à fleurs, sont des fleurs qui ont 5 pétales, ou un multiple de 5 pétales, 10 pétales, etc. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que chez les angiospermes, c'est une famille végétale, donc des plantes à fleurs, qui est assez récente dans l'histoire de l'évolution, c'est à peu près 300 millions d'années. Au début, on a démarré avec des fleurs qui avaient beaucoup de pétales. Et progressivement, l'évolution a sélectionné une sorte de simplification du schéma, du pattern, pour nous donner plus de 50% des fleurs qui ont 5 pétales. En fait, c'est la forme la plus stable. Juste après, on a des fleurs à 6 pétales ou des multiples de 6, mais on en trouve 3 fois moins. Et puis, il y a quelques fleurs à 4 pétales, mais c'est très très rare. Et en fait, on a très peu de fleurs qui ont des chiffres différents que ce nombre de pétales-là. Et pourquoi? Eh bien parce que le fait d'avoir 5 pétales offre plusieurs avantages évolutifs. C'est notamment une forme qui permet la plus grande stabilité par rapport à la dépense de matière. C'est-à-dire que votre insecte pollinisateur, il a beaucoup plus de chances de se poser sur 2 pétales
que, en fait, si c'était une fleur à 4 pétales, il se poserait probablement sur un seul pétale et ça affaisserait le pétale. Mais là, donc, on a une optimisation de la solidité par rapport à la matière qui est investie. Et on se rend compte aussi, en étudiant le comportement des pollinisateurs, qu'une forme à 5 pétales, c'est ce qu'ils détectent le plus facilement, de manière visuelle, par rapport à la surface de matière, encore une fois. C'est-à-dire que si vous aviez des formes à 6 pétales ou pas des formes étoilées comme ça, la plante devrait produire plus de matière, plus de surface de pétales pour que ça soit visible par l'insecte pollinisateur. Donc en fait, on retombe toujours sur une grande loi du vivant qui est un minimum d'énergie dépensée pour un maximum d'efficacité. Là, en l'occurrence, la fleur à 5 pétales, elle permet d'optimiser l'interférence visuelle avec les insectes. Et puis, si vous tranchez une pomme en horizontal, ce qu'on ne fait jamais, mais on se rend compte aussi que la disposition des pépins, elle respecte scrupuleusement cette forme d'étoile à 5 branches. Parce que la pomme, c'est un fruit qui vient de la fleur. On découvre aussi que si ce très grand nombre de fleurs possède 5 pétales, c'est par une logique d'optimisation d'écoulement des flux et de disposition de la matière. Une fleur, ça se développe autour de ce qu'on appelle un apex, donc c'est une sorte de petit bourgeon central, et il se trouve que, comme vous le voyez un peu de manière imagée ici, quand vous avez 5 prolongements cellulaires, vous avez une forme qui est déjà optimisée pour se projeter avec un minimum d'influx de matière. Alors que si vous avez un hexagone constitué avec en l'occurrence 6 pétales, vous voyez qu'il va vous falloir d'autant plus d'énergie peut-être pour incurver la fleur. Un ballon de foot, par exemple, c'est quand même une sphère qu'on construit avec des plans. C'est une intersection d'hexagones et de pentagones, un ballon de foot. Mais voilà, donc encore une fois, cette logique d'optimisation de la diffusion de la matière. Et nous, ça nous intéresse dans un contexte de transition écologique parce qu'on doit toujours se poser la question de comment j'investis un minimum de ressources, de matière en l'occurrence, pour un maximum d'efficacité. Et là, en l'occurrence, l'efficacité, c'est l'écoulement des fluides. C'est ce qui régit la forme de l'étoile de mer. Évidemment, je vous parle d'étoiles à 5 branches. Dans le vivant, on va spontanément penser aux étoiles de mer, et on fait bien. Pourquoi? Parce que les étoiles de mer, la grande majorité, c'est comme pour les fleurs, elles ont 5 branches. Alors vous avez certains spécimens comme la Ludia qui en a 7, mais c'est très rare. Et vous avez des étoiles de mer qui ont aussi beaucoup de pieds, mais c'est des sous-espèces. Et la plupart ont 5 branches. Et donc on peut se poser la question de pourquoi. Eh bien, ce qu'on découvre en dynamique des fluides, c'est que cette forme, elle permet un écoulement optimisé de l'eau et donc une résistance au courant marin. Une étoile de mer, vous êtes sur le fond de l'eau. Si vous faites balayer au moindre courant et que vous partez loin, l'étoile de mer, pour se déplacer, elle a comme des micro-pattes en fait, il faudrait beaucoup d'énergie pour revenir à l'endroit. Donc, en fait, l'étoile de mer, quel que soit le sens par lequel vient le courant, il faut que le courant puisse être absorbé et redirigé à travers ces 5 branches pour la stabiliser. Voilà. Et l'étoile de mer, l'autre particularité, c'est que pour se nourrir, en dessous de ses branches, elle a des petites bouches. Et ces petites bouches-là, en fait, elle doit lever deux de ces 5 branches pour choper des proies, du plancton, des mollusques, etc. Donc elle a toujours 3 branches qui lui permettent un ancrage stable. Et l'autre grande découverte qu'on a fait sur les étoiles de mer, c'est qu'elle peut perdre une branche et repousser. Elle peut même perdre 4 branches sur ces 5 et les branches peuvent repousser. Donc c'est des choses qui nous inspirent aussi en biomimétisme sur l'aspect régénérescence des tissus. Il y a beaucoup de recherches là-dessus parce que c'est une propriété qui est somme toute pas donnée à tous les organismes. On a aussi des sous-catégories d'étoiles de mer qui ont comblé les vides entre les branches. Et c'est le cas de celle-là, donc la Calblaster qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie, qui vient de Nouvelle-Calédonie en l'occurrence, qui est un pentagone parfait. Et quand on retourne cette toute petite étoile de mer qui fait que quelques centimètres, on découvre un très grand nombre de ces petites bouches. Et quand on zoome dessus, on découvre une forme fractale, comme on retrouve assez souvent dans le vivant, mais pas si souvent que ça. Mais en gros, voilà un zoom sur ces petites, en fait, les dents de ces petites bouches qui sont fractales. Donc, vous avez des pics et sur les pics, vous avez des micro-pics et ainsi de suite. Ce qui permet à cette petite étoile de mer d'embrocher du plancton, du zooplancton, des micro-crustacés, etc. de manière très optimisée.
Et en fait, cette logique de fractal par rapport à l'étoile, on la retrouve d'une manière assez naturelle. Et le meilleur exemple pour l'illustrer, c'est les flocons. Sur les flocons de neige, on est souvent sur des formes à six branches, mais on retrouve un peu cette idée que la forme étoilée permet facilement de déployer une forme fractale, puisque sur chacune des branches, vous avez l'espace pour déployer une sous-branche, puis une sous-sous-branche, et puis obtenir ce genre de pattern. Quand vous êtes un flocon de neige, en fait, le but du jeu, c'est de rester le plus longtemps possible dans l'air, de flotter comme ça au gré, parce qu'il y a besoin d'un temps de fabrication de ce flocon. Si votre goutte depuis votre nuage ne déployait pas une forme pattern physique, enfin tomber direct, ça serait du grêlon tout le temps et il n'y aurait pas de neige. Donc, par les lois de la physique et de l'univers, on a cette construction dynamique d'un pattern qui permet de surfer, encore une fois on parle d'écoulement des fluides, mais de surfer sur l'air et de rester en suspension longtemps. Et ça, c'est une autre des particularités de la forme étoilée, c'est qu'elle permet ça. Et ça, on le retrouve aussi dans le phytoplancton et notamment chez les diatomées. Les diatomées, c'est une variété de phytoplancton qui nous fascine en biomimétique pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que les diatomées fabriquent des frustules, donc vous voyez ces carapaces qui sont souvent très esthétiques. Elles les fabriquent en verre. Elles raffinent de la silice grâce à des bactéries spécifiques, mais à température ambiante. Alors que nous, pour fabriquer du verre, il faut qu'on fasse fondre des formes pures de silice à 1400 degrés. Bon, encore une fois, on a beaucoup à découvrir sur l'optimisation de nos dépenses énergétiques, mais il se trouve que, en l'occurrence, si vous prenez cette diatomée qui a une forme d'étoile à 5 branches, qui s'appelle Bidulphia arctica var pentagona, donc on retrouve en Arctique, et l'idée intéressante, c'est que cette forme-là lui permet, comme le flocon, d'optimiser l'écoulement des fluides pour rester en suspension le plus longtemps possible. Quand vous êtes un phytoplancton, donc vous êtes un micro-végétal, vous avez besoin de rester le plus proche de la surface le plus longtemps possible pour capter les rayons du soleil et faire votre photosynthèse. Et pour ça, vous avez besoin de ne pas couler trop vite, du coup, et vous avez besoin que le moindre courant marin vous remette le plus en surface possible. Et donc, c'est ce qui nous intéresse avec cette forme étoilée en l'occurrence, c'est ce qui va nous intéresser aussi, on va le découvrir un petit peu après, mais en architecture, c'est que cette forme-là permet d'optimiser la quantité de matière par rapport à la surface. Parce qu'en gros, vous pouvez faire beaucoup de creux par rapport au plein avec ce genre de forme parce que vous avez des lignes de tension qui permettent ça. Et ça, avec des nouveaux modèles de conception architecturale, on peut de mieux en mieux les modéliser. Donc, évidemment, si le vivant déploie des patterns comme ça de manière aussi prolifique, c'est qu'il y a bien une raison. Et cette étoile à 5 branches, le pentagone, contient le nombre d'or d'une manière très pure, j'ai envie de dire, puisque le nombre d'or est partout, en fait, dans l'étoile à 5 branches. Donc si par exemple, je fais le triangle ANB, je le coupe en deux, en fait, c'est un triangle doré, c'est-à-dire que cette portion-là, divisée par cette portion-là, donne un 618. Donc bon, retenez l'idée que le nombre d'or est omniprésent dans la forme de l'étoile à 5 branches et du pentagone, que ce n'est pas un hasard. Et comme je vous le dis souvent dans ces petites keynotes, dans le vivant, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'on a des reproductions de patterns en fractal. Donc ce qu'on retrouve au niveau visible, généralement on le retrouve au niveau tout petit. Et en fait, quand vous prenez votre brin d'ADN, donc on va à l'échelle moléculaire, si vous en faites une vision en coupe, eh bien vous tombez sur une double étoile à 5 branches. Vous tombez sur une étoile à 10 sommets, à 10 branches. Donc la double hélice de l'ADN, vous la coupez, vous la regardez en tranches, vous tombez sur un double de l'étoile à 5, un double du nombre d'or, un double de l'étoile à 5 branches. Donc ça n'est évidemment pas un hasard, parce que là encore, le but, si vous êtes une molécule d'ADN, votre but c'est de contenir un maximum d'informations sur un minimum de volume. On a une disposition qui est optimisée. Évidemment, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, donc si on passe à l'échelle méso, donc un corps humain par exemple, pas sans savoir que le nombre d'or se retrouve aussi dans nos patterns corporels, donc c'est le fameux homme de Vitruve de Léonard qui avait beaucoup travaillé ça, mais parmi les proportions dorées de notre corps, mais si vous faites la hauteur de vos pieds au nombril
que vous divisez par la hauteur du nombril au sommet de la tête, vous retombez sur le nombre d'or 1618. Et puis, évidemment, on continue, c'est-à-dire que ce qui est vrai au niveau méso, au niveau de l'individu, se retrouve au niveau du très grand. Là, vous avez une coupe transversale d'une branche de peuplier sacré en Amérique du Nord. C'était l'arbre sacré des Lakota et des Sioux. Ce qui est hyper intéressant, c'est que pour eux, dans cette cosmogonie-là, pour les Lakota, donc le peuplier, c'est l'arbre qui fait les armatures des tipis, etc. Eux disaient que la forme de la feuille, c'était la forme de leur tipi. Enfin bref, c'est un arbre qui est omniprésent dans cette culture-là. Et c'est l'arbre qui est dédié pour eux à l'étoile du matin, à leur divinité. L'étoile du matin, c'est Vénus. Bon, c'est pas une étoile, Vénus, c'est une planète. Mais pour les Lakota, le peuplier sacré était lié à l'étoile du matin, à Vénus. Or, on a découvert récemment que, alors évidemment c'est là le GIF qui n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, que en gros, alors accrochez-vous, si vous faites le ratio de la révolution de la Terre autour du Soleil, donc 365 jours, par le ratio de la révolution de Vénus autour du Soleil, 225 jours, on tombe sur le nombre d'or, à quelque chose près. Et si on prend une vue dynamique de ce pattern-là, c'est-à-dire que si vous faites la section entre Vénus, qui est plus proche du Soleil, hein, c'est pour ça qu'elle tourne plus vite, et la Terre, et que vous faites une photo pour chaque jour, entre guillemets, vous faites tourner ça sur une année, à la fin, le pattern que ça vous donne, c'est ça. C'est une étoile à 5 branches. Et les Lakota savaient ça. Enfin, il y a un... Ah, bon, bref. Et en fait, ce qu'on a découvert aussi dans la foulée, grâce à un mathématicien qui s'appelle Jean-Marie Souriau, c'est que ce qui est vrai pour Vénus et la Terre est en fait vrai pour toutes les planètes du système solaire. C'est-à-dire que, je vous ai parlé la dernière fois de la suite de Fibonacci. Donc la suite de Fibonacci, vous additionnez les deux chiffres précédents de la suite, ça vous donne celui d'après. 2, 3, 5, 8, etc., 11. Voilà. Et en fait, quand vous faites le ratio entre le chiffre et son chiffre précédent, ça vous donne le nombre d'or. Enfin, plus ces chiffres grandissent, plus ça vous donne le nombre d'or précisément. Et en fait, on s'est rendu compte que si on calcule toutes les révolutions des différentes planètes autour du Soleil, elles s'inscrivent, donc on fait le ratio, ça s'inscrit dans la suite de Fibonacci. Et donc voilà, on retrouve Vénus et la Terre, 225, 365, mais si on continue avec Mars, avec d'autres planètes, Saturne, à chaque fois qu'on retombe sur cette suite-là. Donc c'est voilà, il n'y a jamais de hasard parce que la disposition d'une planète dans un système solaire, elle est aussi régie par des lois de distribution énergétique, donc forcément optimisée. Alors, c'est souvent un truc que je vous dis, pour ceux qui sont les plus fidèles d'entre vous, je l'explique souvent, mais pourquoi est-ce que ces formes qui contiennent le nombre d'or sont souvent les plus harmonieuses et pourquoi est-ce qu'on les retrouve autant, alors notamment dans les édifices religieux, mais pas que, en fait dans tous les édifices qu'on trouve beaux? Eh bien parce que vu qu'elles sont omniprésentes dans le vivant, voilà, je vous ai montré l'étoile à 5 branches, la spirale, etc., qui régit le déploiement des végétaux, en fait on a coévolué avec ces formes depuis des millions et des millions d'années. Et en matière de neurosciences, on a une loi qui s'appelle le biais d'exposition simple. Plus vous êtes exposé à un message, qu'il soit visuel, voilà, quelqu'un, un candidat politique à la télé ou j'en sais rien, plus vous allez déployer d'affect envers cette personne ou cette forme. En fait, l'idée c'est que nous qui avons coévolué depuis des millions d'années avec beaucoup de nombre d'or dans notre espace visuel, en fait, le fait d'aimer les proportions qui sont liées au nombre d'or, quelque part, c'est inscrit dans notre mémoire cellulaire. C'est pour ça que le nombre d'or est lié au beau et qu'on le retrouve. Voilà, ce que je vous ai montré sur les patterns planétaires, mais c'est des patterns qu'on retrouve. Là, je vous ai mis la mosquée de Sheikh Lotfollah qui est à Ispahan en Iran, qui est connue pour ces décorations de dômes qui sont absolument exceptionnelles, mais qui évidemment renvoient à ces patterns-là. Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'était su? Est-ce que c'était maîtrisé par les initiés qui ont édifié ces édifices-là? On ne le sait pas. Mais en tout cas, il y a une convergence assez naturelle dans l'architecture religieuse entre ces patterns et ce qu'on va essayer de reproduire. Là, c'est le vitrail principal de la cathédrale d'Amiens. On retrouve l'étoile à 5 branches et puis les patterns de rosaces, qui sont encore une fois liés à l'étoile, à la forme étoilée, montrés par le déploiement des planètes.
Là, je vous ai mis la voûte de c'est Notre-Dame, ce qui d'ailleurs m'amène à aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'on représente les étoiles avec la forme étoile. Parce qu'une étoile dans le ciel, c'est comme le soleil, c'est une sphère en fait. Eh bien, ça s'explique par un phénomène. Alors, pourquoi est-ce qu'on les voit en forme d'étoile? Eh bien, c'est par un phénomène qu'on appelle l'aberration de la rétine. C'est-à-dire que votre cornée et votre rétine en dessous n'est jamais 100% lisse. Ça n'est pas un miroir parfait. Et donc, ces toutes petites aspérités qu'on a tous dans nos yeux font qu'il y a une diffraction de la lumière qui est reçue, qui crée des faisceaux, donc qui crée un peu cette forme étoilée, plutôt que de voir les étoiles comme juste des petits points lumineux. Et en fait, une partie des neurosciences qui s'intéresse à ça, mais le fait qu'on a toujours représenté les étoiles du coup en étoiles fait qu'on va projeter d'autant plus facilement, parce que le cerveau est très plastique et la vue, voilà, on va projeter d'autant plus facilement la forme d'étoile sur les petits points lumineux qu'on reçoit du ciel par une belle nuit d'été. Bref, évidemment, l'intérêt pour nous ne se cantonne pas aux édifices religieux, hein, même si c'est bien de toucher le beau, mais là je vous ai mis par exemple le plan du nouveau terminal de l'aéroport de Pékin par Zaha Hadid, qui est le récipiendaire du prix Pritzker, bref, qui est le Nobel de votre discipline, de vos disciplines, de ce que je crois comprendre. Elle a un mantra qui est inspiré par la nature et assisté par la technologie. Et en fait, la conception de ce nouveau terminal de l'aéroport de Pékin est directement inspirée d'étoiles de mer, pour le coup. Dans une logique d'écoulement des fluides et d'écoulement évidemment des flux humains qui arrivent au centre et qui sont répartis dans les différentes branches de l'aéroport pour arriver le plus vite possible aux avions. Donc, vu de l'intérieur, cette logique d'écoulement d'un fluide, on veut la transmettre hein, parce qu'on a ces formes qui sont toujours dans l'écoulement quelque part, qui me semblait intéressant à vous proposer. Bon, la forme étoilée, historiquement, elle est très liée à l'architecture militaire, hein, au fort Vauban, etc. Là, je vous ai mis le fort de Bourtange qui est aux Pays-Bas. Mais encore une fois, on est dans cette logique d'écoulement des flux parce que ce soit des boulets de canon qui ne peuvent pas pénétrer directement votre structure ou même des flux de soldats qui partent de la caserne principale pour aller assez vite au bastion, la forme étoilée présente ces avantages défensifs-là. Évidemment, quand on parle de Pentagone, c'est le Pentagone américain qui nous vient le plus spontanément à l'esprit. Alors, j'ai fait mes petites recherches sur ce bâtiment parce que je me suis dit, bon, il y a peut-être des trucs intéressants à découvrir dessous, peut-être que les architectes qui ont... Bon, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, étonnant, mais si ce n'est que en fait, le Pentagone, déjà, première spécificité assez notable, c'est qu'il a été construit en 1 an et demi. C'est Roosevelt qui a lancé les travaux au début de la Seconde Guerre mondiale parce que l'état-major américain, c'était n'importe quoi. En fait, les gars étaient cantonnés à des baraquements temporaires. Il y avait une grosse désorganisation à Washington. Les différents secteurs de l'armée étaient tantôt dans un ancien entrepôt, tantôt dans un dépôt de munitions. Enfin, il n'y avait pas d'infrastructure pérenne qui était prévue pour un gros état-major. Et plutôt que de choisir une solution temporaire, de faire des baraquements, etc., le Congrès américain a décidé de faire une solution en dur, structurelle, qui puisse durer. Mais en même temps, c'était le début, surtout avec Pearl Harbor en 1941. Bon, il y avait un très très gros besoin infrastructurel pour recevoir les états-majors. Et donc on a lancé en hâte la construction du Pentagone, qui est aujourd'hui, en fait depuis 2023, c'était le plus grand bâtiment de service public, enfin le plus grand bâtiment de fonctionnaires au monde. Et en fait, donc, c'est un pentagone, hein, et il y a 5 rangées de bâtiments à chaque fois. Donc le nombre 5 est très très présent dans la conception de cet édifice-là, qui a été fait avec très 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 peu de métaux, parce qu'il fallait préserver l'acier pour le complexe militaro-industriel. Donc dans le cahier des charges du Pentagone, il y avait béton armé, mais le moins armé possible. Et donc c'est quand même une petite prouesse. Alors le Pentagone a été réhabilité dans les années 60 puis 70, il y avait beaucoup d'amiante, etc. Donc il y a une évolution aussi du bâtiment, mais la structure a été conservée. Et bon, c'est quand même assez notable. 1 an et demi pour construire ça. C'est immense, hein. Une façade du Pentagone, c'est à peu près 220 mètres. Et en fait, quand ils l'ont construit par ailes. Ils ont construit la première, en même temps les chantiers des suivantes avançaient, mais de manière roulante. Et à chaque fois qu'une aile était terminée,
un des états-majors pouvait déjà commencer à bosser. Et vraiment, c'est un des chantiers les plus optimisés en termes de temps et de passage à l'utilisation qui soit. Mais bon, on ne va pas finir sur un truc militaire, ça serait dommage, surtout par les temps qui courent, on a besoin de se faire aussi un peu de bien. Mais moi, j'aimerais finir par Rome. Bisogna di bellezza un peu. Donc la Piazza del Campidoglio, donc à Rome, vous savez qui l'a designé, Michel-Ange. Voilà. Donc Michel-Ange, il a introduit ces patterns étoilés directement dans la mosaïque de la place, et dont l'objectif technique, bon, il y a l'objectif esthétique évidemment principal, mais l'objectif technique, c'était de guider les flux de personnes de manière plus optimisée, parce que, a priori, quand vous avez ces lignes de patterns sur le sol, il y a un écoulement des gens qui est plus instinctif, en fait, plus facilité. Bon, ben voilà pour ce rapide tour d'horizon de la forme étoilée et pentagone dans le vivant, et puis comment ça peut nous inspirer. Alors évidemment, si je devais résumer le propos de l'inspiration pour les métiers du design et de l'architecture, c'est optimisation de l'écoulement des fluides, optimisation de l'utilisation de la matière par rapport à la surface du rendu. Donc ça, c'est pour les aspects plus techniques. Et puis, pour un aspect qui, à mon avis, enfin, je sais pas, moi personnellement, me tient d'autant plus à cœur, mais c'est d'autant plus facile de renvoyer à du beau, de créer une atmosphère esthétique dans laquelle on se sent bien, qu'on renvoie à des patterns avec lesquels on a coévolué depuis des millions d'années, parce qu'ils sont partout autour de nous. Et je vous remercie. Merci.